Bien, Barbara, bonsoir. Alors déjà, tout le bonheur que j'ai à te recevoir dans l'émission Cross the Line, parce que c'est vraiment un plaisir immense que j'ai de te rencontrer à nouveau. On va revenir un tout petit peu sur ton parcours. L'Instinct maternel, c'est le premier roman que j'ai lu de ta part. Ça m'a mis une claque. C'était prodigieux, à la fois très intime, à la fois très gore. Tu écris un roman à peu près tous les 2 ans. Mais avec une constante, c'est un roman qui se situe autour des familles oppressantes, des familles qui engendrent des délits, qui sont parfois très très proches de la folie. Un journaliste a parlé de toi en parlant de l'auteur de Domestic Thriller. Est-ce que tu peux nous en dire beaucoup plus, parce que nous arriverons tout à l'heure à parler effectivement de ton dernier roman qui s'appelle Je sais pas. Alors, le côté famille dans mes romans, tout simplement parce que c'est ma source d'inspiration. Je mets en scène mes angoisses, c'est-à-dire des angoisses par rapport aux enfants, bien sûr des angoisses par rapport au couple, des angoisses par rapport à la famille, par rapport aux voisins, enfin des angoisses par rapport à la vie de tous les jours. Et du coup, c'est vrai que c'est le moteur de mon inspiration, à savoir que souvent dans la vie, il m'arrive des petites anecdotes qui sont tout à fait sans conséquence, mais à partir desquelles je vais commencer à imaginer une histoire et évidemment mettre en scène le pire qui pourrait arriver dans une situation donnée. Qu'elle soit présente ou qu'elle soit absente, on a tous une histoire avec notre famille, et donc c'est vrai que ce sont des histoires qui parlent au plus grand nombre, vu qu'on a tous ce référent commun. Du coup, je pense que le lecteur peut se mettre plus facilement dans la peau des personnages. La relation entre des personnes inclut forcément, à un moment ou à un autre, des sujets conflictuels. Forcément, à un moment donné, ça va déraper. Alors, évidemment, j'écris du thriller psychologique. Il y a cette phrase qui est très vraie, finalement, les gens heureux n'ont pas d'histoire, le bonheur ne se raconte pas. Donc évidemment que je vais aller chercher là où ça fait mal, les travers humains, la jalousie, enfin voilà, tout ce qui fait que un homme, une femme va vivre des émotions très fortes, que ce soit positives ou négatives. On en arrive tout naturellement à ton dernier roman, Je sais pas. Et très franchement, moi non plus. Je sais pas ce que je dois penser de ce roman, parce que dans ce roman, aucun personnage n'est aimable. C'est tous des faux culs, c'est tous des gens qui se trompent, qui se disent des mensonges. Pourquoi avoir mis en scène des gens qui sont à aucun moment qui peuvent être aimés par le lecteur? Alors, je t'avoue, Ludovic, qu'en cours d'écriture, je me suis dit, mais je suis complètement folle. J'ai pas un personnage positif pour rattraper l'autre. Et vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et puis, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que certains personnages ont des circonstances atténuantes. J'ai vraiment fait attention de donner à tous ces personnages une dimension résolument humaine. Et c'est vrai qu'ils ont des travers, c'est vrai qu'ils sont tout à fait imparfaits les uns comme les autres. Voilà, le personnage de Camille, il y en a beaucoup qui l'aiment, cette Camille, avec tous les défauts qu'elle a. Il y en a qui comprennent aussi le personnage de la petite fille, Emma. Mylène aussi provoque pas mal d'empathie et on craint pour elle. Enfin voilà, je lis un peu tous les retours de lecture que j'ai eu par rapport aux blogueurs, aux lecteurs, etc. Donc, c'est pas vrai qu'ils sont tous détestables. Il y en a qui sont aimés quand même. Emma, ça a été un sujet pas de discorde, ça serait un grand mot, mais un sujet de conversation très animé dans mon entourage. C'est un bourreau, c'est une victime. Quelles étaient tes intentions quand tu as écrit? Pour moi, en fait, c'est tout simplement une petite fille de 5 ans qui a un caractère assez fort, qui n'est pas spécialement sympathique, mais c'est une petite fille, vraiment une petite fille avec tout ce que ça comporte d'innocence, dans le sens où elle ne voit que ses intérêts. Les enfants réagissent
souvent dans leur propre intérêt. D'habitude, dans ce genre d'histoire, c'est toujours la vie des enfants qui est mise en danger à cause d'un adulte. Et là, j'ai voulu inverser le processus et mettre la vie d'un adulte en danger à cause d'un enfant, mais un enfant jeune, très jeune, pour qu'il n'y ait pas encore cette notion de responsabilité et cette conscience que la situation est grave et que elle a une responsabilité quand même dans cette situation. J'avais aussi envie de mettre en scène l'impuissance des adultes face justement à ce petit bout. Elle pourrait donner des informations capitales pour sauver la vie d'un autre personnage. Ça a été d'ailleurs une grande discussion avec mon éditrice, Céline Toulouse. J'ai vraiment fait très attention tout au cours de l'écriture du roman que Emma reste une petite fille de 5 ans avec voilà son côté insupportable, avec ses caprices. On ne sait pas très bien comment l'approcher, comment la faire parler. Elle répète sans cesse cette phrase « je sais pas, je sais pas, je sais pas ». Alors que le lecteur sait qu'elle sait quelque chose, avec aussi cette envie de se dire, parce que c'est quelque chose que je pense, et je sais que c'est pas politiquement correct de le penser, mais voilà, tous les enfants ne sont pas sympas, tous les enfants ne sont pas d'adorables petits anges qui sont aimables et qui provoquent de l'amour. Non, c'est pas vrai. Ça reste évidemment très romancé, c'est une fiction, c'est une mise en scène, mais il y a ce côté-là aussi qui est évoqué. Juste une petite question comme ça qui peut intéresser les spectateurs de Cross the Line. Comment tu travailles ? Je me plais à dire que j'ai un horaire de fonctionnaire en fait, c'est-à-dire que j'écris quand mes enfants sont à l'école. Donc j'écris du lundi au vendredi de 9h à 16h. Alors j'écris pas de 9h à 16h, mais voilà, ce sont mes plages horaires pendant lesquelles j'écris le plus facilement puisque voilà, les enfants sont à l'école et que je suis à la maison et que j'ai toute liberté pour écrire. Moi, en plus, j'ai de la chance, je travaille pas sur le côté. Enfin, il y a eu une époque où je travaillais sur le côté, mais maintenant plus. Donc, c'est vraiment mon activité à temps complet. Donc, en fait, maintenant, j'ai quand même un assez beau confort d'écriture. Mais voilà, il y a plein d'écrivains qui ont un boulot à temps plein toute la journée, puis qui écrivent le soir et le week-end et qui écrivent quand ils peuvent. Et je pense vraiment que quand on n'a pas le choix, les choses se font malgré nous. Et alors quand on sait qu'on n'a qu'une heure, par exemple 1 heure ou 2 heures pendant la journée, que ce sont les seules plages horaires pendant lesquelles on pourra écrire, magiquement, bizarrement, pendant 7 heures ou ces 2 heures, les choses viennent. Elles viennent vite, elles viennent bien. Quand je peux écrire, j'écris. J'essaye évidemment d'être efficace et de faire en sorte que les pages s'ajoutent les unes aux autres. Il faut aussi dire qu'il y a aussi tout le processus d'imagination qui se fait n'importe où, n'importe quand. Je pense à mon roman, il y a des idées qui apparaissent, je les note ou je les retiens. Et ce processus-là aussi est important dans l'élaboration d'un roman. Et ça, on le fait partout, dans le métro, au supermarché, en soirée avec des copains, en dédicace aussi. Voilà. Bonjour et bienvenue dans mon salon où je vous reçois pour ces petites chroniques d'Aura Suarez. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques très beaux volumes. Le premier que je vais vous présenter, c'est la Bible du steampunk, qui est paru chez Brajlon et qui est une véritable merveille. Déjà, la couverture vous donne une idée de l'esprit et l'intérieur est juste somptueux. C'est toute l'histoire du steampunk, toutes ses références.
Et c'est vraiment un bouquin à avoir parce que au-delà du contenu, il est juste magnifique. C'est une pièce à avoir dans sa bibliothèque. À noter qu'il y a un deuxième tome qui s'appelle le manuel steampunk. Je vous en reparlerai plus longuement l'an prochain. Ensuite, je vais vous parler d'une BD, une bio en BD. C'est paru chez Marabule. Et c'est la bio d'Agatha Christie. Elle est signée par Anne Martinetti, Guillaume Lebeau et Alexandre Franc. C'est une BD qui est juste magnifique. Je vais vous montrer quelques planches. Voilà. Avec des dessins qui me font un peu penser à l'univers d'Hergé, par certains côtés. Et c'est tout ce que vous devez savoir sur cette dame de la littérature polar britannique. Ensuite, on va changer d'univers. Voilà les mémoires pré-posthumes de Terry Gilliam, cet immense bonhomme du cinéma, de la télé, membre des non moins célèbres Monty Python. Et vous avez tout, là c'est pareil, c'est une bible, c'est ses mémoires, il écrit, il raconte tout, sa vie, son œuvre, ses amitiés, ses déceptions, ses illusions, des œuvres des Monty Python et de l'imaginaire de Terry Gilliam. Excellent Hitchcock, pièce à conviction, de Laurent Bouzereau aux éditions La Martinière. C'est une somme de travail colossale. Il y a des photographies inédites, des extraits d'archives perso. L'intérieur est absolument sublime. Juste quelques petits exemples. Ce sont des archives personnelles, des photos issues de ses photos à lui, donc vraiment quelque chose d'extra. Là, vous apprendrez tout, sa façon de travailler, les relations qu'il a pu avoir avec le cinéma américain et ses héroïnes et ses héros. Voilà. Beaucoup de bonheur, plein de bonnes choses pour 2017. À bientôt! Alors ce soir, je vais vous parler de 3 livres. Le premier s'appelle Marié nu de Patrick Marty. C'est un polar au sens littéral du terme, avec 2 flics. Un qui a déboulé à Bergerac en provenance de Paris à la demande de sa femme, et un deuxième flic qui est on va dire un vieux de la vieille à Bergerac. Donc l'intrigue commence par le meurtre d'une jeune fille qui est retrouvée sur les rails des voies de chemin de fer qui passent dans Bergerac. Et tout de suite, les 2 enquêteurs vont se tourner vers le milieu interlope dans lequel naviguait cette jeune fille. Donc ça commence par ses amis lycéens, parce qu'elle est lycéenne. On va vite se tourner vers un vieux monsieur avec qui elle a beaucoup de discussions, sous l'angle, pour les flics plutôt, du vieux pervers, qui n'est pas du tout. Et puis petit à petit on va se tourner vers les notables, parce que certains notables de la ville de Bergerac organisaient des parties fines, auxquelles aurait pris partie cette jeune fille. En gros, un portrait d'une petite ville de province, avec tous les travers qui vont bien, et on a beaucoup de liens entre, on va dire, la perception et la découverte du flic parisien de Bergerac et de ses alentours, et l'avancée de l'enquête. C'est Patrick Marty qui est d'abord un scénariste, puisqu'il a beaucoup travaillé en BD, c'est un excellent premier bouquin. Je vais vous présenter un autre polar, qui se peut être un polar italien, de Valerio Baresi, qui s'appelle Le Fleuve des Brumes, et qui se passe en même temps qu'une crue du Pô. Ça démarre par la défenestration d'un octogénaire, et en même temps la disparition d'un vieux marinier qui lui aussi est octogénaire. Les 2 sont frères, et donc on a le commissaire Sonieri qui va enquêter sur le meurtre, et qui, en allant enquêter sur le meurtre, va rencontrer la communauté des mariniers qui vont lui faire part de ses disparitions, et petit à petit il va comprendre que les 2 affaires sont liées. Une histoire qui nous conduit comme je l'ai dit, sur les rives du Pô, et qui nous ramène aussi sur l'histoire du fascisme en Italie. Alors là, un roman qui n'est plus un polar, qui est vraiment un roman noir. Donc Pascal Millet est l'auteur, Sayonara, c'est le titre. Donc 2 frangins qui vivent dans un bled, il y a plutôt que des plumes qui sont là. Le grand frangin a premier optique qui l'emmènera au Japon, d'où qui dit bouquin aussi. Et le petit ne rêve que de ça, que de ce voyage au Japon. Un jour, le grand frère disparaît, et donc toute la question va être pour le jeune de se dire pourquoi mon frère disparaît, pourquoi il m'abandonne comme ça. Donc il va se tourner vers l'amoureuse de son frère, qui après n'en sait pas plus, et petit à petit on va comprendre toute l'histoire. C'est un roman à la première personne, chose que d'habitude je ne mets pas trop en avant, mais là ça marche super bien. Donc un grand auteur à découvrir.